Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous retrouvons François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Rédacteur en chef de la revue Léman, directeur de la Nouvelle Librairie. Aujourd'hui, vous nous parlez de sport, France-Maroc. Combien d'interpellations, c'est votre question? Et d'exaction, oui. Vivement ce soir pour France-Maroc, je suis impatient. Ça va être la grande fête du football et du vivre ensemble, Noël avant Noël. Nul doute que l'amitié franco-marocaine en sortira revivifiée. Le dialogue interreligieux grandit et la concorde entre les peuples consolidée. Rien que du bonheur en perspective. Journée portes ouvertes dans les commissariats et ville ouverte pour le reste de la population. La foule en liesse descendra dans la rue, les supporters marocains en tête. Et tout à leur joie, ils ne vont pas allumer des bougies ni brûler des cierges, mais des poubelles et des voitures. Pas illuminer les vitrines, mais les casser. Pas chanter la Marseillaise, mais la siffler. Pas lancer des pétards, mais des mortiers. Pas faire rôtir des dindes, mais des poulets. Bref, la magie des fêtes, avec un drôle de Père Noël, Homo Festivus dans sa version Islamicus, beaucoup moins amusant que le personnage de Philippe Muret. Alors, je ne me hasarderai pas à livrer un pronostic. L'équipe du Maroc, c'est un bloc ultra défensif aux contre-attaques létales avec des arrières supersoniques. Pour une fois, les Lions de l'Atlas n'ont pas volé leur surnom. Mais c'est en dehors du terrain qu'il prend tout son sens, ce surnom. Descendus de leur montagne, les Lions deviennent belliqueux. Indifféremment franco-marocains, belgo-marocains, hollando-marocains, ils ont pourtant tous grandi ici. Mais que leur équipe perde ou gagne ne change rien à l'affaire. Voilà bien le drame des binationaux. Une partie d'eux fait le bien au pays d'origine et l'autre le mal au pays d'accueil. Quelques mauvais esprits aimeraient bien qu'ils se cassent, mais eux ne veulent que casser. Casser ou se casser, tel serait alors le dilemme de la binationalité. Malheureusement pour nous, ce dilemme n'est pas que pronominal. La préfecture de police de Paris a prévu de mobiliser ce soir près de 2000 policiers et gendarmes, n'en déplaise à Gérald Darmanin qui nous explique qu'il n'y a eu, pour ainsi dire, aucun incident samedi dernier sur les Champs-Élysées, ce qui n'a pas empêché ses services de procéder à une centaine d'interpellations, 170 en France. Une majorité de Français selon le ministre. Ce qui est bien avec lui, avec Gérald Darmanin, c'est que c'est toujours la faute des autres. Au Stade de France, c'était des Anglais, sur les Champs-Élysées, des Français, pardi. Désormais, les frontières de l'État passent à l'intérieur des villes, disait le maire de Philadelphie il y a un demi-siècle, après plusieurs nuits d'émeutes raciales dans sa ville. La France a découvert cette nouvelle géographie de la violence en 1979 à Vaux-en-Velin. Depuis, les émeutes sont devenues endémiques. Le moindre match de football suffit à en déclencher une. Tapez mortier, qui est l'euphémisme journalistique pour émeute. Tapez donc mortier sur votre moteur de recherche. Eh bien, si vous ne tombez pas sur une promo de Brico Dépôt, c'est une attaque à tous les coups contre un commissariat. La presse quotidienne régionale est remplie de ces petites annonces, comme après le match Espagne-Maroc. 13 policiers blessés à Lille, un drapeau marocain accroché sur la façade d'une mairie, partout des heurts, parfois des coups de feu comme à Nice. Et les mêmes scènes se passent en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Belgique, avec clou du spectacle, Bruxelles, capitale de toutes nos démissions, littéralement mise à sac au soir du match Belgique-Maroc. L'intifada à domicile en somme. Notez bien que ce sont les joueurs marocains eux-mêmes qui montrent la voie, qui nous conduit à ce djihad du ballon rond. Quand ils n'appellent pas à se convertir à l'islam, ils s'affichent sur Instagram avec l'épée à deux pointes de Mahomet. Dans ces conditions, le vivre ensemble ressemble à une déclaration de guerre. Et les supporters sont au diapason des joueurs. L'un d'eux a répondu à un journaliste de BFM TV qui n'en menait pas large sur les Champs-Élysées. Ici, il n'y a que des Africains et des musulmans, on est tous ensemble. Nous, on a un truc, c'est Allah. Allah, il a tout fait. Fermez les guillemets. Au journaliste qui lui demandait quelle équipe il aimerait affronter en demi-finale, le Moudjahidine, sein du drapeau marocain, a dégoupillé. La France. Combattre la France, dont acte. Tous ces vrais faux immigrés, naturalisés ou pas, barbus ou pas, sont des Européens accidentels. C'est du reste d'un accident dont on parle ici, majeur, cataclysmique, la libre circulation du choc des civilisations dans l'espace Schengen. La querelle du droit du sang et du droit du sol ressemble aujourd'hui à une antiquité. En effet, que reste-t-il du droit du sol quand nous sommes en train d'expérimenter le droit du hors sol, car de quoi parle-t-on? D'une population délocalisée ici, dont le cœur, la tête et jusqu'au portefeuille restent au pays. C'est vrai dans les tribunes, mais aussi sur le terrain. Le Maroc, c'est une équipe importée. 14 joueurs sont nés à l'étranger, 4 aux Pays-Bas, 3 en France, 3 en Belgique, 2 en Espagne, 1 en Italie, 1 au Canada. L'entraîneur lui-même est né à Corbeil-Essonnes, et il se sent aussi français qu'un supporter marocain né à Vitry-sur-Seine. Alors, à qui va l'allégeance? C'est la seule question. Feu le roi Hassan II y a répondu sans détour.
Les plus anciens se souviennent de sa déclaration chez Anne Sinclair. Les Marocains en France ne feront jamais de bon français, Madame Sinclair. Parole d'or. Les sujets de Mohamed VI, son fils, ne se définissent d'ailleurs généralement pas comme des Français. Ils disent « j'ai des papiers français ». Or, les papiers, ça se déchire. La vérité, c'est que ce sont des Français administratifs, ce qui n'a pas l'heure de plaire à tout le monde, en tout cas pas à Laurent Geoffrin. Que demander de plus à des gens qui payent l'impôt, c'est-il étranglé face à Charlotte Dornelas. D'abord, cher Laurent Geoffrin, beaucoup d'entre eux ne payent pas l'impôt sur le revenu, mais perçoivent en revanche des prestations sociales. Plus que la moyenne des Français en tout cas. Il suffit de consulter le rapport de l'INSEE, Revenus et patrimoine des ménages, dans son édition de 2021, pour s'en faire une idée. Même si chacun sait qu'en ces matières, le seul impôt qui compte, c'est l'impôt du sang. Là où on le verse, là sont nos attaches. Il y a un paradoxe de la nationalité comme il y a un paradoxe de la tolérance. Une société qui pratique la tolérance sans limite finit par être détruite par l'intolérance qu'elle a laissé prospérer. Même chose pour la nationalité. C'est pour nous une forme d'échange inégal, qui revient à conférer à des gens qui nous sont hostiles une nationalité de principe avec les avantages attenants, sans aucun des devoirs astreignants. Que faire ? Eh bien, pas grand-chose, malheureusement. Méditer sur la chute des empires et des civilisations avec Édouard Gimond. Relire Jean Raspail. De mon côté, je feuillette toujours quelques pages de Nietzsche avant un match France-Afrique du Nord, histoire de me mettre dans l'ambiance. J'avoue que Nietzsche est un médiocre commentateur sportif, mais quel sacré philosophe. Et il a beaucoup écrit sur le ressentiment, morale d'esclave, selon ses mots, que l'on ne pourrait plus employer de nos jours. Que dit Nietzsche ? Que le ressentiment est la grande passion des ratés. L'homme du ressentiment, c'est l'homme mal né, en proie à une haine intransitive, totale, hors de propos, même si elle est porteuse, dans le cas qui nous occupe, d'une vengeance pluriséculaire dopée par les échecs répétés de l'islam et le passif de la colonisation. Mais c'est là qu'il faut chercher les véritables passions tristes dont on nous rebat les oreilles. Elles naissent de l'envie, du malheur social, du sentiment d'infériorité. La vraie souffrance, ici comme ailleurs, c'est la comparaison. De la comparaison naît la rage, d'autant plus tenace que la source de la comparaison fait l'objet d'un intense désir d'imitation. Et le ressentiment est ainsi fait qu'il désire ce qu'il déteste et déteste ce qu'il désire. Alors l'immigration nous place au cœur de cette fabrique du ressentiment. Aucun exutoire sinon la vengeance. Cela aboutit à quoi ? À un nationalisme de ressentiment. Tel est l'étendard que l'on voit fleurir un peu partout aujourd'hui en Europe de l'Ouest. Il est brandi par l'armée de réserve du capital et du Coran. Comme c'est une armée d'irréguliers, elle est chaotique, elle se disperse aussi vite qu'elle s'est créée, à l'instar d'un califat spontané et festif. Mais ne nous leurrons pas. L'objectif, c'est bien d'installer le califat grâce à la FIFA. Merci beaucoup François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie, et puis l'homme peut-être l'unique qui lit quelques pages de Nietzsche avant un match France-Afrique du Nord, histoire de se mettre dans l'ambiance. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.